Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc il est 14 heures et nous allons commencer le webinaire. Alors avant de commencer, j'aimerais tout d'abord, au nom de la Corera, vous remercier tous d'avoir répondu présent. On est 370 inscrits, un peu plus aujourd'hui. Et c'est ce troisième rendez-vous sur la thématique des addictions et des comorbidités psychiatriques. Je reçois vraiment beaucoup et chaleureusement le professeur Amine Benyamina, psychologue, addictologue, professeur des universités et puis bien sûr praticien hospitalier, d'avoir accepté notre invitation sur cette conférence sur ce sujet qu'il maîtrise très bien, hein, puisqu'il a notamment dirigé un ouvrage consacré dont on vous donnera la référence dans les documents qui seront communiqués dans les prochains jours. Petit rappel sur le fonctionnement, il y aura donc deux parties. Une première partie théorique, une pause de 10 minutes pendant laquelle je pourrai récupérer les questions, et une deuxième partie où on pourra échanger. Alors, c'est moi qui poserai les questions puisqu'on est sur un modèle de webinaire. Ça signifie en fait que vos micros sont coupés par défaut. Alors, vous ne pourrez pas intervenir oralement, mais par contre, il y aura le chat qui est en bas, qui est signalisé par une icône avec une petite bulle dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Plusieurs d'entre vous nous ont déjà posé quelques questions, les a transmises au professeur Benyamina, qui ne manquera pas d'y répondre. Et si, dans tous les cas, il n'a pas pu y répondre, n'hésite pas à les remettre dans le chat. Dans tous les cas, on va essayer d'avoir le maximum d'échanges possibles dans la seconde partie, dans le temps imparti. Pour information, cette vidéo est enregistrée et sera mise en liste sur Coriad dans la rubrique replay dès la semaine prochaine. Un questionnaire d'évaluation va également être envoyé via le chat. C'est important, si vous pouvez nous le remplir, ça nous permettra de nous améliorer. Enfin, si vous souhaitez être abonné à notre newsletter, n'hésitez pas sur le site Coriad à venir. Et d'un point de vue général, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à adhérer à l'association à titre individuel. La cotisation annuelle est de 10 €. Et notre prochaine formation sera le 25 mai 2021 avec le professeur Mélina Fatsias sur les troubles du comportement alimentaire. Vous pouvez déjà, dès maintenant, vous inscrire. Et avant de laisser la parole au professeur Benyamina, je vais laisser la parole à notre président de la Coréade et médecin addictologue, le docteur Benoît Fleury. Bonjour à tous, merci André. Vous penserez, André, à dire le même message à la fin, parce que pour l'instant, il y a 118 participants sur les 300, etc. Bonjour à tous, vous êtes très nombreux et nous nous en réjouissons. Merci Amine de nous présenter tes travaux. Alors, Amine Benyamina est un bon ami. Il est président de la Fédération française d'addictologie. Il est vice-président de l'ancienne ANPA qui s'appelle maintenant Association Addiction France. Il est donc chef de service à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Il a beaucoup travaillé avec Michel Reynaud. Il a écrit un best-seller qui s'appelle « Comment l'alcool détruit la jeunesse » en 2017. Et j'ai eu grand plaisir à travailler avec lui au sein de la Fédération française d'addictologie. Alors, il va aborder un sujet qui est extrêmement difficile, à la fois pour les psychiatres et pour les non-psychiatres. Et moi, j'ai vu que la pratique, c'est vraiment, quand on aborde parallèlement ces deux composantes, ce n'est pas seulement l'histoire de l'œuf et de la poule, mais c'est vrai que c'est très profitable pour nos patients d'avoir une double approche et de savoir comment, quand on n'est pas psychiatre, on peut évaluer un certain nombre d'éléments. Je n'ai pas vu la communication d'Amine. Et comment, quand on l'est psychiatre, aborder la question des addictions, c'est souvent assez compliqué, d'autant plus que les dispositifs de soins, vous le savez, surtout en psychiatrie, mais aussi en addictologie, sont très pauvres et des délais aggravés par le virus sont très longs pour la prise en charge et rend difficile l'accès aux soins. Donc, merci encore, Amine, de venir travailler avec nous. Je souhaite une bonne conférence. Comme l'a dit André, hein, le bonheur, c'est pas cher. 10 € pour une adhésion à la Coréade, c'est pas cher le bonheur. Et donc, venez nous rejoindre. On est maintenant à 128 participants. À toi, Amine. Eh bien, écoutez, merci, chers amis. Merci, Benoît. La dernière fois que je suis intervenu devant des gens du Sud-Ouest, des Bordelais, pour ne pas les citer, on était à côté.
Benoît et moi. Et puis, ce n'était pas la première fois. On a eu l'occasion plusieurs fois de récidiver. Et je remercie Benoît pour sa permanence, son engagement, à la fois pour la discipline et pour à la fois la SFA, l'ex-AMPA, partout, partout. Et puis surtout, j'ai encore le souvenir ému d'un Benoît trésorier de la FFA qui m'a beaucoup soutenu et que je regrette encore une fois. Merci Benoît pour tout ce que tu fais pour la discipline. Merci bien. Puis merci André, hein, merci André pour l'organisation de ce webinaire. Merci Cécilia d'avoir été évidemment à la manœuvre. Et merci aux copains du Sud-Ouest qui me manquent beaucoup. Évidemment, il me faut un passeport et un visa pour venir vous voir. Bon, ben, c'est comme ça changera. Voilà, en tout cas, bah, écoutez, je peux vous assurer que c'est ma dernière présentation. Ensuite, je vais prendre une semaine pour me reposer. C'est bien chargé. J'espère on va échanger sur un sujet qui est important, un sujet de santé publique, un sujet délicat, puisque évidemment, tout le monde le sait, c'est devenu un sujet d'actualité avec la pandémie. Et puis, j'espère qu'on aura aussi un volet pratique, parce que de ce que Marine m'a dit, tout le monde s'est branché, et puis on a tous les métiers. Donc, je vais essayer de parler français. En général, j'y arrive, et si ce n'est pas le cas, évidemment, par le chat, on pourra répondre le moment venu. Voilà, donc on va partager l'écran. Je dis on, avant que je fasse une bêtise. Marine est derrière, j'appuie 2 fois. Bon, ben voilà, ça marche. Et puis, je vais probablement un tout petit peu diminuer comme ça ne perturbe pas. Super. Voilà. Très bien. Bon, ben, écoutez, on y va. On est parti pour une petite heure, un peu plus. Ensuite, la pause, il me semble. C'est bien ça. André, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des choses. Ou Benoît, si jamais je ne vois rien, tu peux m'envoyer un texto. J'ai le téléphone à côté. Et bien voilà. Donc, c'est un chapitre important qui a fait l'objet évidemment de beaucoup d'écrits et qui devient maintenant un chapitre que nos amis psychiatres commencent à bien comprendre, à bien prendre en compte surtout, et puis nos amis addictologues connaissent. Alors, c'est la double compétence, le double problème et la double attitude que constituent les addictions et les comorbidités psychiatriques. On va rapidement commencer à poser la problématique. Elle est d'abord de la définition. Il y en a beaucoup. Il y a des écoles, il y a des attitudes, et puis il y a des manières de poser la problématique. Alors, la définition qu'on appelle les pathologies duelles, c'est un terme qui a été consacré par nos amis espagnols et qui a son sens. Hein. C'est une combinaison d'une pathologie psychiatrique et d'une addiction. Bon, ça, c'est le côté plat des choses. On pose de cadre. C'est l'apparition de nouveaux processus synergiques morbides avec des modifications des symptômes. Là, on rentre un peu plus dans la problématique et la réalité du terrain et de la clinique. Donc, quand on a une modification du symptôme par la coexistence ou le frottement des deux sphères, on a forcément une diminution de l'efficience des traitements, une aggravation, une chronicisation de leur évolution. C'est Michael Casas qui le dit, qui l'a écrit, et qui d'ailleurs a préfacé l'ouvrage que vous avez cité, que j'ai eu l'occasion et le plaisir et l'honneur de coordonner. Les situations cliniques sont souvent complexes, et c'est là où le bas blesse, parce qu'on a un retard diagnostique et qui requiert une combinaison de soins psychiatriques et addictologiques. Donc, dans la prévalence dite vie entière, on a des patients souffrant de troubles mentaux, et donc 20-30% d'abus ou de dépendance à ces substances, hors tabac. Et puis, on a des patients traités pour une addiction, 40 à 50% de troubles mentaux. Les populations précaires constituent clairement les populations, comme à chaque fois, les plus touchées par ces associations. Donc, le pronostic est lourd, avec parfois aussi des comorbidités somatiques, notamment les problématiques hépatiques, infectieuses, des suicides et des polyconsommations. Donnez-moi une seconde, je vais fermer la deuxième porte parce qu'il y a un bruit dans mon bureau, j'arrive. C'est réglé. Voilà donc le cadre et la prévalence proposée, qui constitue quand même un challenge et une gageure dans la prise en charge. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé clairement, voilà, OK. Je vous avais parlé de la participation de Michael Casas dans l'ouvrage que j'ai coordonné, que vous avez cité. Donc, on le dit, c'est une
présence comorbide d'un ou plusieurs troubles psychiatriques et d'une ou plusieurs addictions chez un même patient, avec apparition de nombreux processus synergiques entre les pathologies qui amènent à une modification des symptômes, une diminution de l'efficience des traitements et l'aggravation et chronicisation de l'évolution. Voilà ce que Michael Casas a dit. Hop, qu'est-ce qui se passe? OK, voilà. OK. Alors, évidemment, on a des bases neurobiologiques de cette lutte, finalement, de lutte entre les sphères et entre les éléments cliniques. Et cette lutte se manifeste ou bien trouve un substratum neurobiologique. Ce n'est pas le seul, mais il est important de rappeler un certain nombre de choses. Globalement, le cerveau, dans son évolution, obéit à 3 moments évolutifs, ce qu'on appelle l'ontogénèse. Il y a l'instinct, ensuite il y a la réflexion, et pour finir avec l'émotion, ensuite la réflexion. Globalement, nos comportements qui constituent nos comportements sont régis par ces zones, et ces zones sont le fait de l'évolution de l'espèce humaine. Le néocortex, qui est le plus ancien ici, qui est le siège de la réflexion, qui permet finalement de s'adapter, de survivre dans le règne animal et dans le règne tout court, végétal aussi. C'est le siège de la réflexion, finalement de la réflexion, et est assez récent, hein, puisque en gros, on a le raisonnement, l'expérimentation, le langage, la conscience de soi, l'adaptation, avec la notion de mémoire associative et comparative, c'est la chose la plus récente. C'est ce qu'on appelle le cortex. On parle de personne cortiquée parce qu'elle a une capacité à raisonner, à planifier les choses, mais ce néocortex, il est arrivé bien plus tardivement que, par exemple, le système réflexe qu'on appelle le cerveau limbique. C'est le siège de l'affectivité. Et c'est très souvent celui-ci qui est impliqué dans les addictions, mais pas que. Il y a la pulsion, l'émotion, les relations sociales, le plaisir, les mémoires émotionnelles à long terme. Donc, on estime qu'on est à 65 millions d'années. Et puis, ce qui a prévalu à l'ensemble de ce phénomène, c'est le cerveau dit reptilien, 400 millions d'années, où là, on a l'instinct de survie, les réflexes innés, les comportements primitifs, la mémoire mécanique et inconsciente. Alors, ces 3 cerveaux constituent en gros la base, finalement, de ce qui est à l'origine, de ce qui deviendra finalement le circuit mésocorticolimbique, le mésocorticolimbique. Ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. Ça, c'est quelque chose d'absolument important. Et puis, on a deux zones anatomiques importantes. On le verra, hein. C'est l'hippocampe qui est le centre l'hippocampe qui contribue à la mémoire consciente, l'apprentissage et la régulation de l'humeur. Et puis l'amygdale, c'est les émotions. En gros, l'amygdale, clairement, c'est le disque dur, le microprocesseur dans notre cerveau. Alors ici, je vous montre les concepts importants de l'addiction que tout le monde connaît, évidemment, comment on a évolué au travers des époques du temps, d'un modèle d'immoral où clairement on entraînait les gens en prison parce que bon, ces personnes, elles étaient alcooliques ou toxicomanes, parce qu'elles n'avaient pas, finalement, elles venaient perturber l'ordre d'une société extrêmement influencée par l'ordre moral et religieux. Ensuite est arrivée une période au cours de laquelle, dans cet modèle moral, on a prohibé l'alcool parce que c'était la seule manière de pouvoir lutter contre les perturbateurs sociaux. Alors, mais comme vous le voyez ici, ça a donné un artefact ou bien un effet pervers. C'est la période au cours de laquelle la prohibition a été le moment béni pour la mafia pour trafiquer. Vous voyez, la prohibition, ce qu'elle peut produire aussi comme effet pervers. Ensuite est arrivé le modèle dit pharmacologique parce qu'on a commencé à se rendre compte que finalement, une drogue est un xénobiotique, c'est-à-dire c'est comme un médicament. Donc, on a la révolution biologique et la révolution du siècle dernier, c'est-à-dire l'autre siècle, la fin du 19e siècle, le début du 20e, on a commencé à trouver des médicaments, notamment l'aspirine, mais pas que, et on a finalement laissé
se confondre la drogue avec finalement les xénobutiques. Est arrivé ensuite le modèle symptomatique. Le modèle symptomatique, en gros, le symptôme avait une place importante, notamment la dépendance. Alors, l'abus est arrivé après. Et on a sous-estimé tout le reste. On est passé, finalement, on n'a pas intégré les modèles d'avant. Puis est arrivé la quatrième période où on parlait d'addiction comme étant une maladie. Commence à rentrer dans l'ère moderne. Et on a intégré dans cette maladie la notion de conditionnement. C'est tout l'avènement des psychanalystes devenus comportementalistes, notamment les psychanalystes new-yorkais, qui ont créé finalement les TCC, les thérapies comportementales et cognitives. Et l'idée d'une addiction, c'est finalement un conditionnement délétère pour la personne. Et donc, tout le modèle du déconditionnement est intervenu pour pouvoir expliquer et donner à la fois une explication et un moyen de s'en sortir. Arrive aussi le modèle social. L'un n'est pas exclusif de l'autre, où la société a été incriminée dans la genèse des maladies et les événements de l'environnement sont responsables de l'addiction. Et là, vous voyez ici tout simplement la guerre du Vietnam avec l'avènement des grands toxicomanes américains revenus chez eux. Les boys, quand ils sont revenus aux États-Unis, étaient pour la plupart des héroïnomanes. Ils avaient découvert dans un environnement différent un nouveau produit, les opiacés, l'héroïne. Et c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup avancé aussi en matière de recherche. Une coupure franche est arrivée au moment où, en 1976, on a commencé à intégrer finalement tout ce qui a précédé cette époque. C'est le modèle proposé par Edward C. Gross, c'est le modèle biopsychosocial. Et on a aussi parlé d'un syndrome, mais non pas d'une maladie, si on prend pour modèle l'alcool. Voilà en gros l'évolution des concepts d'addiction. Et actuellement, c'est-à-dire en 2021, on a ce qu'on appelle le concept empirique. Et là, on était sur des concepts idéologiques. Le pragmatisme l'emporte et on a beaucoup avancé sur la connaissance du cerveau. Et vous voyez ici Nora Volkow qui a révolutionné ce concept puisqu'elle a montré des images, elle a montré qu'il existait à la fois sur le plan de l'imagerie fonctionnelle et anatomique, un substratum réel. Voilà en gros l'évolution du concept. À côté de l'évolution du concept, il y a des prises de position importantes. Ces prises de position, vous avez le cerveau ici, ont montré quand même à travers ce modèle qu'on a compris comment fonctionnait une addiction sur le plan du cerveau avec ici l'amygdale, noyau accumbens, cortex préfrontal, l'hippocampe, l'aire tegmentale ventrale. Et donc, on a compris grâce aux travaux de Nora Volkow, mais pas que, et évidemment les travaux aussi de George Cook, et même les travaux de Moine, hein, évidemment, qui avait une boucle physiologique qui était à l'origine de ces phénomènes qui étaient décrits plus tôt, qui étaient les phénomènes de conditionnement aux addictions. Je vous montre ici un édito célèbre d'Alan Lashner, qui était l'ancien président du NIDA, qui parlait qui lui est excessif, hein, qui disait que addiction is a brain disease, c'est une maladie du cerveau, mais bon, c'est un peu la vérité, mais pas que. Et puis, je vous montre Charles O'Brien, qui lui a conceptualisé sur le plan de la science et du savoir et de la recherche la problématique des comorbidités et des pathologies duelles. Voilà en gros ce qu'il faut retenir de cette épopée importante qui nous influence toujours, évidemment, qui est à l'origine de cette compréhension. Alors, on va revenir sur l'épidémiologie parce qu'elle est importante pour montrer ici qu'il existe une concurrence courante et plus marquée chez les personnes présentant une addiction à une substance illicite versus alcool, par exemple. On voit, par exemple, pour ce qui est de l'alcool, la prévalence d'au moins un trouble psychique avec un taux de ratio extrêmement important. Ensuite, une addiction à une substance illicite associé à un trouble psychiatrique. Ça, c'est extrêmement important. C'est les études de Daryl Régier, mais qui continuent à être d'actualité, puisqu'on verra tout à l'heure une autre base de données qui nous donne l'alpha et l'oméga des pathologies duelles, c'est la NESARC. Voyons ici
la référence est le MCDDA, 25% des personnes consommant régulièrement de l'héroïne présenteraient un trouble psychiatrique comorbide dans l'année, avec un taux de vie entière qui double, voire qui triple, puisque évidemment la période de contact est plus importante. Dans les pathologies psychiatriques associées, vous voyez ici, les plus importantes sont les troubles de l'humeur, de loin l'addiction, la pathologie psychiatrique la plus souvent comorbide aux addictions. Arrivent ensuite les troubles de la personnalité, les troubles anxieux et le trouble hyperactivité avec déficit de l'attention. J'ai vu qu'il y avait une question qui avait été posée, donc évidemment, on va le traiter dans le détail. Voilà, en gros, il n'y a pas que ça. Mais je vous montre ici les trios, voire le quintuplet de tête des pathologies psychiatriques associées à la consommation de drogue, là, a priori l'héroïne. Autre élément important à vous montrer ici, c'est les troubles mentaux et les troubles liés à l'utilisation d'alcool, représentant un fardeau important sur le plan de la santé publique. Ça, ce sont les rapports réguliers que fait le groupe qui travaille là-dessus au niveau de l'ONU, dirigé par Luisa Degenhardt, même si ce n'est pas elle qui signe le papier. Et vous voyez quand même, on a une proportion de DALYs importante, c'est-à-dire les jours years live with disability, les jours sans travail et les années sans travail. Vous voyez, les DALYs, ce sont les années, les jours. Voilà. On a une vraie perte de chance et beaucoup d'argent et de journées perdues liées à ce type de pathologie. Vous voyez ici le fardeau porté par les troubles mentaux dans une étude médico-économique produite par l'Université de Harvard. Alors, les populations à risque, on les voit ici. Les associations comorbides sont plus fréquentes chez les populations précaires, comme toujours, hélas, c'est une constante. Les personnes suivies en milieu de soins psychiatriques ou au milieu de soins spécialisés en addictologie. Ensuite, les populations carcérales sont beaucoup touchées. Les personnes en dysfonction familiale avec un faible héritage parental. Les personnes sans domicile fixe. Les personnes au chômage avec un niveau socio-économique bas et les personnes qui font une expérimentation précoce de drogue. Vous voyez, c'est à la fois une répartition sociologique et aussi une répartition par sexe et par profil économique. Donc, ça fait un mix des deux. On peut hélas, finalement, émarger dans plusieurs groupes. Je continue. Les pathologies d'elle, les concepts et les débats, ça c'est intéressant parce qu'on est en pleine actualité. Alors, d'abord et avant tout, pourquoi s'intéresser à cette nosographie? Parce que souvent, ce sont des personnes qui sont sous-diagnostiquées et sous-traitées. Le traitement est complexe parce qu'il intègre à la fois une logique psychiatrique et une logique addictologique. Alors, c'est un véritable challenge. Pourquoi? Parce que souvent, les patients sont inobservants. Et les traitements ne sont pas toujours des traitements adaptés aux deux pathologies ensemble. Il y a aussi souvent des confusions diagnostiques avec un engagement dans la prise en charge qui peut être difficile. Les symptômes cliniques sont parfois plus sévères et dans la mesure où ce sont des personnes qui n'adhèrent pas aux soins, ni à la structure, ni au traitement, elles sont sujettes à des vulnérabilités environnementales plus importantes. C'est quoi la vulnérabilité environnementale? C'est les risques de déclassement, de perte de chance, de rupture affective ou sentimentale, divorce, échec professionnel. Les problèmes aussi on les retrouve plus souvent dans des structures précaires, en prison par exemple, ou bien dans les hôpitaux psychiatriques. Et puis, ce qui est important, c'est pour ça que ce travail de communication est important, le déni potentiel des soignants, qui, étant gênés devant ce profil de patient, ont du mal à s'engager dans le soin avec ces profils. Donc là-dessus, ils ont beaucoup de difficultés à pouvoir s'engager. Donc là, c'est important. Et tout ceci participe finalement à la sévérité du tableau et à la difficulté de prendre en charge ces personnes. Alors, la comorbidité, je vais y revenir parce que c'est un terme qui est souvent utilisé, parfois un peu galvaudé. C'est juste un élément de compréhension de définition qui est utile. La comorbidité ou double diagnostic, pour la psychiatrie nord-américaine, elle est définie d'abord par
une définition une définition, c'est ce qu'elle veut dire, de l'OMS en 95. Alors ça, c'est un terme mathématique. C'est la co-occurrence chez un même individu d'un trouble lié à la consommation de substances psychoactives et d'un autre trouble psychiatrique. Ça, c'est le concept est posé. Alors, ce qui est utile et important à savoir, quand on a une comorbidité, ça n'implique pas forcément un lien de causalité. En gros, on ne peut pas dire que c'est parce que je bois que je suis bipolaire. On ne peut pas dire non plus c'est parce que je suis bipolaire que je bois. Mais on remarque que le bipolaire et l'alcoolique sont souvent associés. C'est ce qu'on appelle une co-occurrence. La causalité n'est pas affirmée, elle est recherchée, elle est explorée, mais elle n'est pas affirmée. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a la présence des deux troubles en même temps et au même moment. Ça, c'est une évidence. Alors, les troubles co-occurrents, regarde le terme que j'ai utilisé, entraînent des pronostics et une évolution plus sévères que celui de chacun des troubles pris indépendamment. Alors ça, c'est important. Si vous prenez un bipolaire seul et un alcoolique seul, vous avez plus de chances de tomber sur un soignant ou sur une équipe qui sait de quoi il s'agit. Parce que les symptômes, on les connaît et la prise en charge, elle est codifiée. C'est vrai et faux à la fois, parce qu'il arrive parfois que certaines pathologies comorbides, quand elles sont bruyantes, elles font que la personne qui en est porteuse rentre dans le circuit du soin parce qu'il est difficile de la laisser à l'extérieur. Mais la règle est que c'est plus difficile et plus sévère. OK? Alors, les conséquences de cette comorbidité, les voici. Ce sont deux troubles, et donc le pronostic est alourdi. Les hospitalisations sont plus fréquentes. Alors, parfois, par exemple, quand il s'agit de troubles bipolaires, essentiellement des épisodes maniaques qui sont plus sévères. Plus souvent d'épisodes maniaques avec des manies dysphories et des cycles rapides et des états mixtes lorsqu'on prend des produits. Donc, le tableau change et l'adhésion aux soins est plus compliquée. Et quand il s'agit évidemment de troubles bipolaires de type 1 et même de type 2 d'ailleurs, les cycles sont plus longs. Et les périodes euthymiques sont plus sévères, plus brèves et les risques, toujours les mêmes, de suicide sont plus élevés. Alors du coup, ça complique l'approche thérapeutique. Je me répète, mais c'est important, ça réduit l'observance. Et on a aussi la problématique de l'interaction médicamenteuse avec les substances psychoactives. Vous savez que les drogues et l'alcool, en général, constituent la première interaction médicamenteuse chez tout le monde. Et donc, une mauvaise observance, une réponse au traitement, et qui ajoute au pronostic troubulaire et les conséquences psychiques somatiques. Alors, sur des troubles psychiatriques, voilà l'image de l'iceberg. Parfois, les manifestations psychiatriques associées aux addictions sont clairement identifiées. Souvent, les manifestations psychiatriques associées aux addictions sont difficilement identifiables, masquées par les effets du produit, fluctuantes et subsyndromiques, notamment ce qu'on appelle les troubles mineurs. Alors, tout ça nécessite quoi? Nécessite un recueil sémiologique fin. Il faut aller les chercher finement, d'accord? Et du coup, on peut avoir aussi une pathologie qui est présente mais qui disparaît, ce qu'on appelle les troubles fluctuants. Et dernier point, on peut avoir des subsyndromes, c'est-à-dire des troubles mineurs. Pour autant, vous voyez, c'est très important. Pour autant, ces symptômes difficilement identifiables sont le moteur du maintien de ces troubles comorbides. Et, hélas, sont à l'origine des difficultés de repérage et de prise en charge. Alors, j'insiste beaucoup sur les liens entre et sur les concepts de compréhension. J'insiste beaucoup parce que c'est extrêmement important. Vous voyez ici un travail qui a été fait par l'équipe de Ikrom Aremani, c'est Pani qui signe le papier déjà en 2010. Les conséquences de l'addiction aggravent les troubles psychiatriques et les précurseurs facilitent la rencontre, l'usage et l'escalade dans les substances. Et se met en place un cercle vicieux et non pas vertueux, l'addiction comme le produit d'interaction entre les précurseurs psychologiques et les processus addictifs.
vous avez ici les items, et ici les items qui caractérisent finalement chaque groupe, les précurseurs psychologiques et les processus addictifs. Vous voyez? Sur le plan neurobiologique, on voit une atteinte limbique et préfrontale. On peut avoir une dysrégulation du système de récompense et des modifications moléculaires. Tout ça peuvent être portés par une personne. C'est ce qu'on appelle une vulnérabilité personnelle et biologique. Donc, ce cercle vicieux, il est possible de le casser à un moment ou à un autre. Soit on traite ici, soit on traite là, soit on traite là. Alors, je ne sais pas si vous avez noté des choses, mais je suis incapable d'aller sur le chat. Voilà, donc j'ai un peu fermé, donc afficher. Il n'y a pas de souci pour le chat. Ok, très bien, vous me dites. Je vous ferai une synthèse des questions. Ça marche, ok. Comme j'ai tout fermé, je n'ai pas la possibilité de voir. Et voilà. Merci. Alors, on va essayer maintenant de décliner la problématique à travers les produits, les concepts. Et voilà. L'idée, c'est de rentrer et de sortir par plusieurs portes pour que les choses soient comprises. Alors, pourquoi je cite le cannabis? Parce que c'est quand même le produit le plus psychiatrique en matière d'addiction et ce pour lequel on a eu beaucoup de débats conceptuels. Vous voyez ici un travail qui est intéressant. On voit l'analyse de l'étude NESARC, vous avez cette base de données dont j'ai parlé américaine. Donc, ce sont des enquêteurs qui ont interrogé plus de 43 000 Américains pendant une année. Et ensuite, ça a été refait plusieurs fois, puis on a analysé, on a fait des vagues d'analyse, wave 1, vague 1 et vague 3. Vous voyez, c'est la prévalence de la consommation de cannabis aux États-Unis. Et on voit que quand même, on a doublé, voire triplé parfois en fonction des vagues, en fonction des âges et en fonction des âges et du sexe. À chaque fois, on a augmenté la prévalence de la consommation du cannabis. Alors, ceci s'explique par tout simplement la modification de la législation. Et donc, tout le monde avait accès à un peu plus de cannabis et donc, forcément, on a la prévalence augmente. Par contre, la prévalence des troubles liés à la consommation de cannabis parmi les usagers a baissé. Alors, probablement parce qu'ils ont eu accès à du cannabis de meilleure qualité, ou alors on a confondu, vous savez, les prescriptions de cannabis complaisantes, ça a été le cas longtemps en Californie, par exemple, où on faisait des ordonnances, mais en vérité, les personnes n'étaient pas malades. Donc, on avait des consommateurs, on avait beaucoup de consommateurs, mais moins de malades qu'il n'y paraît. Alors, je vous montre un travail ici, important, un travail de synthèse qui a été fait par nos amis hollandais qui ont essayé de montrer quel était le lien possible entre la consommation du cannabis et les problématiques de psychose, notamment à travers le risque. Ici, sur cette flèche, on voit la période de neurodéveloppement critique entre 0 et un peu plus de 15 ans. On voit ici les modifications ou bien les modifications dites synaptiques, les structures et puis l'usage du cannabis. Vous voyez ici, lorsque vous consommez le cannabis après 15 ans, le risque de développer une pathologie psychiatrique, psychologique est, disons, moins grave, moins important, moins prévalent que si vous le faites pendant cette période de développement ou de neurodéveloppement. C'est ce qu'on appelle la période critique. Si le cannabis est consommé à cette période, on parle de risque environnemental et on va perturber probablement, ou on suppose qu'on va perturber la spasticité synaptique. Si on rajoute à cela un risque familial, disons
par exemple un père, une mère psychotique ou porteuse d'une pathologie psychotique, on augmente probablement les modifications structurelles et neurobiologiques et dopaminergiques, mais pas que, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et du coup, on augmente le risque de psychose. Ceci a été largement documenté. Il y a un véritable consensus là-dessus. Alors, je ne sais pas si j'ai mis les éléments qui suivent, mais il y a quand même quelques éléments importants derrière. Alors, et voilà. Les éléments importants sont les suivants. Lorsqu'on a une consommation de cannabis qui pose problème, on a démontré quels sont les risques et quelles sont les situations dans lesquelles le problème est réellement posé. D'abord, ce qu'on appelle les preuves de niveau A. En 1, l'utilisation du cannabis de manière précoce est clairement associée à un risque augmenté de psychose, et ceci de manière proportionnelle. En gros, si vous consommez du cannabis avant l'âge de 15 ans, vous augmentez le risque. Et pourquoi on parle de 15 ans? Parce que c'est un âge qui a été défini, notamment par les collègues qui ont fait une cohorte de suivi qui est importante, la Dundee Cohort en Nouvelle-Zélande, et ils ont analysé la plupart de leurs données à travers l'âge frontière de 15 ans. Deuxième élément important, plus le principe actif au cannabis delta-9-tétrahydrocannabinol augmente, et plus le principe antipsychotique de cannabidiol diminue, plus le risque de psychose augmente. Bon, tout le monde connaît le cannabidiol, je crois qu'il ne faut pas être scientifique ni soignant pour le connaître maintenant, puisque tout le monde en parle, y compris la presse grand public. Le CBD, le fameux CBD, c'est le cannabidiol. Et la première fois qu'on a vraiment parlé de ce cannabidiol, c'est lorsqu'on a montré que son titrage avait un effet direct sur la nocivité du cannabis en fonction de son ratio rapporté au delta-9-tétrahydrocannabinol. Vous voyez ici, si on déséquilibre ce ratio, on augmente le risque. Deuxième facteur de vulnérabilité. On continue. Troisième facteur de vulnérabilité qui compte, le cannabis modifie la régulation de la plasticité synaptique. C'est ce qu'on a montré. Il vient modifier. Alors, je dis pas perturber, il vient modifier. Quand on consomme du cannabis, le cannabis joue un rôle de compétition avec un produit que l'on produit naturellement, c'est l'anandamide, qui est l'endocannabinoïde. Et donc, cette modification d'abord de l'affinité pour les récepteurs et la difficulté d'élimination vient dysréguler la plasticité synaptique. Et donc, le cannabis, par cette action, modifie les processus cognitifs sur le court terme, assez vite. Évidemment, on le sait maintenant sur le plan clinique. On est moins performant. On a des problèmes d'amnésie antérograde, c'est-à-dire on engramme moins les informations. Et puis, on le voit bien, lorsqu'on est consommateur de cannabis, on a toujours des problèmes mnésiques après une fête partie ou bien une ivresse. Dernier élément sur lequel le consensus est parfait, c'est que les personnes qui ont les antécédents familiaux de troubles psychotiques sont plus sensibles aux effets psychotomimétiques du cannabis. Et là, ça ne s'explique pas. On l'a montré, on a fait des tests et on s'est rendu compte de ça. Voilà en gros ce qu'il faut retenir comme étant des facteurs de vulnérabilité de niveau A, les plus importants. Alors, je renvoie vers cette revue de 2016, la Biological Psychiatry, une revue prestigieuse. Il y a des articles intéressants dans lesquels on a tout passé en vue. Alors, deuxième grand chapitre important, ce sont les troubles bipolaires. On va faire un état de lieu. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de psychose et de cannabis. Là, on est plutôt sur les problématiques liées à l'alcool, mais pas que. Donc, environ 1% de la population souffre d'un trouble bipolaire dans le monde et fréquemment associé ou non à plusieurs comorbidités, entraînant des complications et des risques de morbidité. C'est pour ça qu'il est important de dépister. Alors, c'est très compliqué et c'est même plus compliqué parfois de dépister un trouble bipolaire chez les consommateurs parce que, notamment le type 2, ça s'apparente, soit on est sur la confusion liée à l'effet du toxique lui-même, soit on n'arrive pas
se rendre compte que l'hypomanie, parfois, passe pour une certaine originalité de caractère, alors que c'est une vraie pathologie. Alors, je vous montre ici la complexité parfois de l'analyse qui a été faite dans l'étude MESARC en 2017. On voit ici l'anxiété, le trouble de l'humeur et les liens possibles entre la consommation de produits qui sont des facteurs externes, qui ensuite deviennent qui s'internalisent et qui vont avoir un effet sur l'humeur et sur la sphère anxieuse. Les auteurs de ce papier, par exemple, aussi, ont montré les liens entre le risque suicidaire et le nombre de verres de consommés. L'évolution du risque de tentative de suicide est fonction du nombre de doses d'alcool prises. Alors ça, ce sont les raptus anxieux ou suicidaires que l'on retrouve à la faveur d'une beuverie. D'accord? Donc ça, c'est important. Je vous montre quelques papiers là, rapidement. Alors, on a essayé de comprendre quel était le lien entre, finalement, le trouble bipolaire et la surreprésentativité des troubles addictifs. Plusieurs hypothèses ont été avancées. Ici, Philippe Goraud les a résumées il y a quelques années dans un papier dans lequel il dit, bon, les hypothèses explicatives, c'est 1, l'addiction est un symptôme du trouble bipolaire. Bon, pourquoi pas? Ça a été évoqué au cours du groupe DSM sur le trouble bipolaire. L'addiction étant tellement présente qu'on a été tenté d'introduire l'addiction comme un item de définition du trouble bipolaire. Ça peut s'expliquer parfois. Deuxième hypothèse explicative, l'addiction provoque le trouble bipolaire. Bon, cliniquement, c'est vraiment très, très juste, hein, mais c'est difficile à l'entendre puisque le trouble bipolaire est une pathologie chronique évolutive. C'est vrai que c'est la plus neurobiologique de toutes les pathologies psychiatriques, mais on a du mal à le penser, mais bon, il y a des explications. Ensuite, l'addiction est une tentative d'automédication du trouble bipolaire. Bon, là, ça a une vraie cohérence clinique, mais ça ne peut pas expliquer la complexité des liens entre les deux sphères. Et dernier point, l'addiction au trouble bipolaire partage des facteurs de risque communs. On a aussi des arguments pour pouvoir avancer cette hypothèse. Bon, finalement, la vérité se trouve dans le mix de ces quatre. Alors, ici, on va essayer de comprendre les caractéristiques de certains patients. C'est du pratico-pratique. Alors, d'abord, les caractéristiques de ces patients. L'âge de début plus précoce. Rappelez-vous, on est en train de parler de comorbidité. Quand on a une comorbidité, l'âge de début est plus précoce, 20 versus 26. On retrouve des traits précis, la recherche de sensations, l'anxiété, la recherche de nouveautés, des éléments importants comme l'impulsivité, l'agressivité sont également retrouvés ou recherchés, un niveau d'éducation et un taux d'activité professionnelle qui est plus faible. On retrouve aussi ce qui peut nous orienter, une errance diagnostique due à des fréquentes erreurs. La première des erreurs, c'est la dépression. Souvent, la dépression est surdiagnostiquée et le problème, c'est que lorsqu'on commence à mettre un traitement antidépresseur, d'abord, ce n'est pas le bon traitement parce que ce n'est pas le traitement du trouble bipolaire. Et puis, on va fixer la symptomatologie et même on va majorer le risque dépressif et le risque suicidaire. Et parfois, on ne sait pas et on ne pose pas de diagnostic. Alors, quand on suspectait un diagnostic de trouble bipolaire chez quelqu'un qui consomme, c'est lorsque on a quelques indices sémiologiques. Le premier, lorsque les consommations elles sont massives et épisodiques. C'est des mots-clés, c'est très important. Beaucoup et de temps en temps, ou bien par épisode.
Deuxième point, c'est de la clinique. Lorsqu'on a un échec au sevrage, on essaye, on met tout ce qu'il faut, et puis, boum, ça ne tient pas. Lorsqu'on identifie des troubles anxieux, ou alors quand on a affaire à quelqu'un qui consomme plusieurs produits, des sédatifs, des excitants, cocaïne, opiacés, alcool. Donc, hop, on doit se dire, on doit avoir la puce à l'oreille. Lorsqu'on a des récurrences dépressives élevées, on a affaire à quelqu'un qui consomme et qui est très souvent en train de se plaindre de sa dépression. Lorsqu'on a des conduites suicidaires, il faudra les chercher, même si elles ne sont pas celles que l'on croit, il faut essayer de les chercher. Et puis, on peut avoir des symptômes comme l'impulsivité, la désinhibition épisodique, et puis l'histoire familiale du trouble bipolaire. Ça signe le trouble bipolaire. Et rappelez-vous, tout ceci est facile si on a affaire à un bipolaire. C'est plus compliqué si on a affaire à un alcoolique, un toxicomane ou un consommateur de cannabis, parce qu'on n'a pas tendance à aller chercher le trouble bipolaire chez eux. D'accord? Alors, comment poser le diagnostic? On va rechercher dans l'histoire personnelle. On va aller faire ce qu'on appelle l'enquête analytique. D'abord, l'existence d'épisodes cliniques. Il faut les faire, les retrouver. Épisode dépressif majeur, manie ou hypomanie. Pas facile, hein? Pas facile. Et puis surtout, l'hypomanie, pas facile du tout. Et évidemment, bien sûr, à distance de la consommation, parce que l'intoxication vient modifier le tableau. Recherchez les traitements reçus et les réponses à ces traitements. Si vous avez une réponse exagérée d'un antidépresseur, exagérée et rapide, donc réfléchissez au trouble bipolaire. Ensuite, on a un recueil d'informations auprès de l'entourage familial proche sur le patient et l'histoire de la famille. Je vous rappelle que quand on hospitalise un patient, on indique tout. A fortiori pour une pathologie comorbide ou une pathologie duelle, il faut toujours interroger le patient et son entourage surtout. Toujours interroger l'entourage. L'entourage, c'est la famille ou bien les amis aussi. Et puis, ne jamais hésiter à demander si quelqu'un a eu des idées ou bien est passé à l'acte dans la famille. On a quelques outils de repérage. Le MDQ, il n'est pas beaucoup utilisé en France, mais il est très, très intéressant. Pourquoi? Parce pour les patients, il a un vrai intérêt, il est très spécifique. Mais il est limité en population générale. Ensuite, on a l'hypomanie checklist. C'est une dizaine d'items. L'avantage, c'est qu'on n'oublie pas de chercher et d'aller rechercher des éléments pour pouvoir poser le diagnostic d'hypomanie. Donc, les items, c'est ce qu'on appelle les tiroirs. Et ça permet de poser le diagnostic. Alors là, sur l'organisation, André, donc je continue jusqu'à la fin du diaporama, hein, on est d'accord? Oui, oui, à peu près ça. Et après, on fera une petite pause après. Ça marche, ok, bon, parce que je vais tout très bien. Donc prenez des notes parce il est assez long, mais bon, comme ça marche, ok. Vous avez parlé Alors, combien de temps à peu près, vous pensez? bon, je me suis mis un peu plus d'une heure, un peu plus, quoi. Bon, c'est très bien, parfait. Alors. Ok, comme ça, on aura tout dit, on pourra échanger après. Parfait. Alors, le jeu pathologique, alors, c'est vrai que souvent, on n'en parle pas, mais on a des comorbidités psychiatriques importantes qu'il faut aller rechercher. Alors, je vous le montre ici. J'en parle parce que ça devient un vrai problème, notamment la question des écrans. Peu de données sur la prévalence du jeu en France, mais l'INSERM avance une prévalence en Europe de l'ordre de 1 à 2 Donc, on a le baromètre santé en 2010 montré une prévalence du jeu excessif à 0,4. On a fait une méta-analyse dans laquelle on retrouve quand même un taux à 1,14 avec parfois des difficultés d'harmoniser le dépistage et les échelles, mais la prévalence reste très souvent sous-estimée.
Alors, population générale, on a montré aussi une méta-analyse qui montre qu'il y a 3 fois plus élevé que pour la population générale chez les patients psychiatriques. Donc, c'est évidemment un facteur de mauvais pronostic. Hein. Parce que j'ai noté, plus longue durée d'évolution du trouble, forcément, une fréquence des épisodes de jeu plus importante. Alors, une série d'articles, population psychiatrique chez les joueurs pathologiques, 10% de troubles bipolaires. Les troubles bipolaires sont très fréquents chez les joueurs pathologiques par rapport aux autres pathologies psychiatriques. Hein. Voilà, vous avez un certain nombre de chiffres. Hein. On retrouve la même méta-analyse de Lorenz en 2011. Et puis, on a aussi, dans le détail, dans l'étude de Petri, une fréquence de survenue d'un épisode maniaque vie entière qui est importante, à peu près un quart. Alors, jeu pathologique et trouble anxieux, pareil, plus forte association avec le trouble panique et l'agoraphobie. On a affaire aussi des personnes qui restent derrière leur écran pour éviter d'affronter l'extérieur aussi. OK. La dépression, une dépression secondaire, la question est posée. Fonction antidépresseur aussi, on peut retrouver. On a des profils, hein, d'ailleurs, quand on les hospitalise ici chez moi, et quand on les hospitalise, on retrouve la dépression derrière. On a des hypothèses éthiopathogéniques de la pratique excessive, avec une vulnérabilité, une variable vulnérabilité sur le plan émotionnel. Attitude d'automédication, la dépression. Voilà. Donc, vous voyez, l'automédication dont j'ai parlé tout à l'heure, elle peut aussi être un élément ici retrouvé. On a un spectre des troubles de l'humeur au vu des taux élevés de la prévalence des troubles affectifs, de la suicidalité qui est très importante. Évidemment, la dépression étant le symptôme ou la maladie qui charrie le plus de risques suicidaires. Alors, comment on explique ça? On a des interactions entre les symptômes de la dépression et le jeu pathologique qui constituent un renforcement mutuel. Alors, les troubles de la personnalité, rappelez-vous, hein, les sphères que j'ai montrées en entrant, l'étude en population générale qui montre qu'on retrouve des risques relatifs élevés, avec une forte association de jeu pathologique à la personnalité antisociale, forcément, les joueurs, OK. Et une corrélation entre les personnalités du cluster B, c'est-à-dire antisocial, borderline, narcissique, histrionique, et du jeu pathologique. Voilà, je pense qu'on est... Et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir aussi des co-addictions, tabac, alcool et les autres drogues, à tabac, alcool étant évidemment les plus fortement associés. D'accord? Alors là, je vais vous montrer une série d'articles, une série d'hypothèses intéressantes pour nous, notamment sur dépression alcoolique opiacée. Les questions posées, c'est quelles sont les relations entre la dépression et la dépendance aux opiacés et à l'alcool? Si je pose la question, c'est parce qu'il y a des hypothèses neurobiologiques intéressantes à mettre en avant. Est-ce que le système des opioïdes endogènes peut jouer un rôle dans la dépression? Et quels sont les traitements qui ont un impact à la fois sur les addictions et sur les symptômes de dépression? Vous voyez, je fais une variation autour des comorbidités et des pathologies duelles. Je vais prendre pour ça un exemple et une vignette clinique, ça permet de souffler et puis de poser un peu le cadre. Alors, cette personne a 37 ans. Elle s'appelle Sophie. Vous la recevez en consultation, elle a 37 ans, et elle présente une douleur chronique suite à un accident de scooter 5 ans plus tôt. Elle avait rapidement mis fin au suivi médical, orthopédique, car elle avait trop de travail. Elle est aujourd'hui toujours douloureuse et conserve une boiterie à la marche. Elle parvient à avoir des prescriptions de tramadol par plusieurs médecins généralistes. Une fois par jour, si besoin, elle prend du tramadol, 100 mg en libération prolongée, mais admet parfois dépasser un peu avec 4 ou 5 comprimés au cours de la journée. Le un peu, c'est le délit. Elle consomme donc également de l'alcool le soir pour décompresser et se vider la tête, car elle trouve sa voix
c'est pendant sa vie, de plus en plus pourrie. Elle se dit même parfois que cela serait bien que tout s'arrête. Sa tante maternelle s'est suicidée il y a 25 ans. Elle y pense assez souvent. Alors, ce tableau, je ne dis pas qu'il est très fréquent, mais il n'est pas inhabituel. Vous voyez? Alors, devant ce tableau, évoquez-vous une pathologie duel? Si oui, laquelle? Sur quels éléments? Que recherchez-vous? Quelle piste thérapeutique allez-vous envisager? Alors, vous ne pouvez pas me répondre, mais vous pouvez évidemment m'écrire. OK? Je continue. Vous pouvez éventuellement vous noter quelques réponses. C'est juste pour le principe, pour poser un peu le cadre dans votre tête. Vous recevez en consultation Madame G qui présente une douleur chronique suite à un accident de scooter plus tôt. Ça, vous avez donc les éléments importants. Elle parvient à avoir un dépressif sur plusieurs médecins généralistes. Ça, c'est les mots-clés. Et elle dépasse un peu. On a de l'alcool, une décompression pour vider la tête. Tout s'arrête. Elle veut que tout s'arrête. Sa tante maternelle s'est suicidée. Donc, vous surlignez les mots-clés. Et tout ceci constitue probablement, et même certainement, le lit du risque suicidaire chez une personne qui a une dépression qui est à la fois traitée par des opiacés et par de l'alcool. On voit ici les concurrences en matière de troubles thymiques, état dépressif majeur, dysthymie, manie, hypomanie, troubles thymiques. Le risque relatif est extrêmement important. 60% de troubles thymiques parmi les sujets ayant troubles liés aux opiacés. Chez les femmes, 2 fois plus de risque de troubles thymiques ou d'état dépressif majeur. Et la dysthymie est également plus fréquente chez les femmes. On a tendance à sous-estimer la dépression chez les patients toxicomanes aux opiacés. Toxicomanes tout court, les usagers d'opiacés. Et cette sous-estimation, elle est aussi présente chez les personnes substituées et sous-traitées. On a longtemps eu, par exemple, avec la buprenorphine, une dose qui était bridée à 16 mg, et on voyait les personnes qui étaient soit déprimées, soit qu'elles avaient un mésusage parce qu'elles allaient compenser ce qui leur manquait en allant soit détourner la buprenorphine, soit prendre des opiacés à côté. Vous voyez ici, sur un suivi longitudinal de 12 mois, chez des patients toxicomanes, chez les patients déprimés, on a plus de jours de prise d'héroïne. Ils sont moins bien encadrés, adhérents. Ils prennent des risques, ils partagent plus souvent l'aiguille. Ils ont plus de problèmes liés aux injections et ils ont moins de jours de substitution, plus de demandes de sevrage. Donc, en gros, leur traitement est mal conduit et il n'est pas efficace. On retrouve ici la NESARC dont j'ai parlé. La dépression dans l'année 5 vit entière à 13%. Et chez les sujets en troubles liés à l'alcool, on a une proportion qui est multipliée par 3. Autant dans l'année que les patients qui ont des troubles liés à l'alcool ont 3 fois plus de risque de faire une dépression versus la population générale. Je vous montre ici une hypothèse qui a été développée par ces auteurs. Vous voyez ici la reptile mentale ventrale, le noyau accumbens, le GABA, ici le noyau accumbens, et la réponse, on voit qu'il y a, je crois que j'ai dû mettre quelque chose avant, c'est là ici. On a une hypothèse qui explique qu'il y a une possibilité de réponse par les opiacés pour faire court, pour gérer la problématique opiacée. Et donc, il y a clairement une substitution quasi instinctive par l'augmentation de la consommation des opiacés pour pouvoir gérer la problématique dépressive. Donc, pour les messages clés, la dépression est fréquente chez les patients dépendants de substances psychoactives, notamment aux opiacés. La dépression n'est pas un motif de rupture de la prise en charge. Au contraire, elle doit nous alerter pour pouvoir corriger. En revanche, la présence des signes dépressifs a un impact sur l'évolution de la maladie, rechute et surtout prise de risque.
pour ceux qui travaillent en XAPA, c'est quand même un élément extrêmement important à avoir en tête. Il y a d'autres situations cliniques que je vais vous relater ici. On va recevoir Léa qui a 19 ans. Elle est revenue chez sa mère après être partie étudier en STAPS pendant 2 ans après le bac. Elle vous explique s'être blessée au dos il y a 8 mois lors d'un traitement d'escrime. Elle souffre depuis malgré les traitements. Tous les examens réalisés s'étaient révélés normaux. Il y a eu aussi une soirée qui a mal tourné, mais elle ne veut pas en parler. Ces douleurs ne lui ont jamais permis de reprendre l'entraînement et ses notes se sont effondrées. Après avoir essayé le paracétamol de sa colocataire, elle a consulté plusieurs fois aux urgences. On lui a prescrit de la morphine en gélule à la posologie de 30 mg par jour. Par la suite, elle a majoré progressivement les prises et refuse la forme à libération prolongée qui ne sert vraiment à rien. Elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas addicte, comme son oncle qui boit trop d'alcool. Le médicament l'aide juste à ne pas souffrir et à se sentir mieux dans sa tête. Rappelez-vous bien ce que je dis, dans sa tête, pas dans son corps. Elle est tendue, dort mal, un peu agressive, elle réagit au quart de tour. Donc, elle est impulsive. Alors, question, c'est pour nous. Comment évoquer, est-ce qu'on évoque une pathologie duel sur oui, sur laquelle, quels éléments, que recherchez-vous, quelle piste thérapeutique évidemment. On retrouve la même chose, blessure au dos, tous les examens réalisés s'étaient révélés normaux, une soirée, les notes s'effondrent, morphine, elle la majore, elle se sent mieux dans la tête, mais elle reste tendue, agressive, elle réagit au quart de tour. C'est la base du regroupement syndromique et de la proposition diagnostique. Alors, les messages clés à retenir sur les pathologies d'hymen. La comorbidité dans les addictions, c'est plus la règle que l'exception. Derrière la pathologie mentale, toujours s'inquiéter d'un mésusage de substances en prélude du tabac. Derrière une pathologie addictive, rechercher une pathologie mentale, et ceci d'autant plus que l'addiction est précoce, l'addiction est difficile à stabiliser, avec une réponse au traitement non satisfaisante, des rechutes fréquentes, une instabilité et du mésusage. Et l'addiction, toujours avoir ça en tête, est multiple. Vous voyez, ça, c'est les messages clés. Pour établir un diagnostic, il faut procéder à une méthode pas à pas. En cas de doute, il faut considérer qu'il s'agit d'une pathologie duel jusqu'à preuve du contraire. C'est ce que j'ai toujours dit à mes patients lorsqu'ils avaient affaire, par exemple, à une dépression chez un patient alcoolique. La complexité, c'est mettre en place une alliance thérapeutique solide qui permette une approche authentique des troubles. Et c'est très difficile parce que ce sont des patients qui ont tendance à vouloir se faire rejeter, qu'on rejette. Ça, c'est important. Et la pratique doit nous permettre d'y voir clair. Alors, la pratique, c'est quoi? 1. Créer l'alliance. Comment? Histoire personnelle et familiale du patient, notamment sa biographie. Rappelez-vous, être bipolaire. Aucun a priori sur la fonction du produit et sur son utilisation. 2. À l'anamnèse, rechercher l'histoire de l'apparition des troubles ou les manifestations psychopathologiques associées à l'histoire de l'addiction ou des addictions, les événements, la souffrance, c'est important, clinique, manifestations instinctuelles, l'efficacité des traitements précédents. Continue. Il faut regrouper tous les symptômes évoquant les troubles, ce que j'ai dit tout à l'heure, troubles de l'humeur, anxiété, psychotique, personnalité, TADA, tout ça, il faut le retrouver. Et puis déterminer l'impact des substances toxiques sur le tableau clinique avec rechercher s'il n'y a pas un effet de soulagement à explorer en priorité. Et puis les effets toxiques des produits cognitifs, psychocomportementaux, pseudopsychiatriques.
Et ceci en fonction, évidemment, de la nature du toxique utilisé. Cet examen est non urgent, bienveillant, acceptant le rôle que le patient peut jouer au produit. OK. Alors, vous avez beaucoup entendu parler de la prise en charge en matière de pathologie duelle. Il y a deux attitudes à avoir, ou bien deux écoles. OK. Une prise en charge globale, avec réaliser un bilan médico-psychosocial complet, avec le versant dictologique, le versant somatique, le versant psychiatrique, et le versant personnel et social. Ça, c'est une prise en charge globale. Ensuite, ce qu'on appelle la prise en charge intégrée, c'est le traitement des deux troubles dans le même lieu et avec la même équipe, quand c'est possible, évidemment. Cette prise en charge intégrée permet une meilleure efficacité thérapeutique. Mais ce n'est pas toujours possible, mais on essaye. Alors, lorsque vous êtes devant ces patients, quelles sont les dimensions à repérer? Le trouble de l'humeur, évidemment. Ce sont des dimensions que vous avez compris parce que c'est en fonction de la prévalence. Le trouble anxieux, les troubles psychotiques, les troubles de la personnalité et troisième et cinquième, grande nosographie, le TADA, le trouble hyperactivité avec déficit d'attention. Alors, si on décline les fiches par fiche, il y a la dépression unipolaire, signe d'appel, outil d'évaluation de risque thérapeutique. Les critères de dépression, vous les connaissez, ils sont là, je ne vais pas les rappeler. Les pièges et les difficultés dans les pathologies duelles, dépression, ou par exemple les troubles d'usage d'opiacés. Donc, le diagnostic de dépression se caractérisait difficile en pratique clinique dans le cas d'addiction. Nombreuses situations cliniques pouvant évoquer une dépression, donc ça, c'est les pièges. Le produit dépressogène, attention, il faut l'avoir en tête. Il faut rechercher une rupture par rapport à l'état antérieur et surtout exclure a priori les situations de deuil, de perte, de rupture. Et ça, vous ne pouvez le savoir que lorsque vous interrogez votre patient vraiment. Comment traiter les pistes thérapeutiques? C'est pour réduire ou arrêter les produits, en particulier l'alcool et le cannabis, et ajuster la posologie du TAO. OK? Trouble anxieux. Même fiche, même attitude. Les critères à gauche, les pièges. L'association est fréquente. Attention. Il y a souvent un effet de recherche d'autosoulagement. Ensuite, rechercher les antécédents traumatiques, en particulier dans l'enfance, avec des révisions dures, cauchemars et évitement. Les pistes thérapeutiques, être vigilant avec les benzos et avec la prégabaline, qui, comme vous le savez maintenant, devient un produit extrêmement détourné. C'est la Lyrica. Ajuster la posologie des traitements opiacés. Envisager le recours aux antidépresseurs sérotoninergiques. Être vigilant sur le syndrome de sérotoninergie. Troisième entité. La définition, les pièges. Diagnostic plus difficile en l'absence de délire, évidemment. Ça demande un peu de dextérité et d'habitude. Les symptômes négatifs, errance, isolement, repli, souvent considérés à tort comme les modes comme des modes de vie classiques du patient toxicomane. L'expression des troubles est diagnostique masquée par des consommations de substances. Les pistes thérapeutiques, adapter la posologie. La posologie doit être adaptée aux symptômes de l'addiction, craving, préoccupation pour le produit, qui peuvent faire citer à des doses classiquement efficaces. Envisager un recours aux antipsychotiques de deuxième génération, recommandé pour les troubles psychotiques. Et troisième et dernier point, penser à l'accompagnement socio-environnemental. Logement, allocation. OK? Quatrième entité importante.
Ok, pardon. C'est les troubles bipolaires. Attention, ça, c'est un gros morceau. Le diagnostic à gauche, pareil. Les pièges et les difficultés dans les pathologies duelles, toujours pareil. Similarité des imprégnations toxiques et de la manie, ça, c'est hyper important. À distance, évidemment, du sevrage. Rechercher, évidemment, les mêmes épisodes. Et les antécédents familiaux, c'est une règle absolue et permanente. Les formes souvent plus frusques de cyclothymie, cycle rapide. L'utilisation des produits bioactifs, psychostimulants qui accentuent les OPSE. Les pistes thérapeutiques, adapter la posologie comme d'habitude, ça c'est important, on l'oublie souvent. La posologie doit être adaptée aux symptômes de l'addiction pour éviter le mésusage. Envisager un recours au thymorégulateur, antipsychotique, antiépileptique, lithium, et accentuer l'accompagnement et l'éducation thérapeutique. On continue. Le TADA, signe d'appel, outil d'évaluation comme d'habitude. Les pièges à éviter. Association pouvant correspondre à beaucoup de nos patients, évidemment. Orientation via l'anamnèse, histoire dans l'enfance. Et les pistes thérapeutiques, stabiliser l'addiction aux opioïdes, poser la question d'un traitement spécialisé ou spécifique. Méthylphénidate, voilà. Et il y a une échelle qu'on peut utiliser facilement, c'est la DIVA. Okay. Alors, comment s'orienter? Comment s'orienter? Hop. Alors, 4 catégories. Pour pouvoir s'orienter, on passe sur ce qu'on appelle le matrix model aux sévérités mentales disorder, an addictive disorder. Vous avez ici la sévérité de la pathologie mentale et ensuite la sévérité de l'addiction. En fonction du modèle matrix, on va orienter sa prise en charge. En gros, si on a une faible sévérité mentale et faible sévérité addictive, on aura une conduite qui sera mise en place plus facilement. Si on a une forte, ça peut aller jusqu'à l'hospitalisation pour faire court. Okay. Là, je vous montre quelques. Il y a quelques recommandations ici. C'est la CANIMAT, c'est la recommandation canadienne qui date un peu. Hein, il n'y a rien eu depuis. Ça vaudrait le coup de le faire. On montre ici l'alcool comme substance, la pathologie comorbide, la dépression, trouble bipolaire. Bon, là, ça parle essentiellement. Ça parle essentiellement des produits qui étaient proposés, hein, notamment les antidépresseurs, les antiépileptiques. CADMAT aussi. Vous remarquerez que la CADMAT ne s'occupe pas que des médicaments. Elle met en avant ce qui est très clairement fait dans beaucoup d'équipes de soins, les thérapies comportementales et cognitives, CBT. Et puis, elle montre aussi l'intérêt évidemment, d'associer CBT, MI, Motivational Interview, c'est-à-dire les TCC, d'entretien motivationnel. OK. Orienté vers un addictologue, un avis addictologique. Les situations complexes et instables nécessitent la mise en œuvre d'un partenariat diagnostique et thérapeutique. Avec l'UXAPA, évidemment, avec les CMP, avec les services hospitaliers de psychiatrie d'addicto et avec un centre expert addicto en psychiatrie. Pour ces situations, il doit être envisagé la coordination des soins et l'implication des différents acteurs du parcours de soins, du champ social en passant par la famille et les associations. Dans les propositions de soins intégrés, on intègre les programmes, c'est-à-dire la prise en charge et la dispensation des différents traitements se font par une même équipe, on l'a vu. Le système est souple, il laisse la place aux soins séquentiels ou simultanés. Et ensuite, dans l'intégration des systèmes, les traitements psychiatriques, addictologiques, voire somatiques sont rassurés par des équipes différentes. Et là, ça demande une coordination et une entente entre les équipes. Ça, c'est extrêmement important. Alors, vous avez ici une nécessité d'un dispositif de coordination entre les équipes. D'abord, il faut s'entendre. Il ne faut pas habiter loin les uns des autres.
Chaque équipe met son expertise au service du patient. Ça peut se faire dans le cadre aussi des réseaux. Euh, les réseaux, bon, il y en a de moins en moins, mais je pense que chez vous, vous avez des réseaux. Et ces réseaux, quand ils s'entendent, ils arrivent à finalement à abréger la distance, ce qui n'est pas souvent le cas dans les grandes villes. La prise en charge intégrée, les programmes intégrés développés depuis les années 90, vous les avez peut-être chez vous. Ça a été fait aux États-Unis pour les enfants et les adolescents. Ces programmes nécessitent beaucoup de flexibilité dans les modalités de soins. Les équipes spécifiquement entraînées, donc groupe technique, conseil. Alors, l'ironie du sort, depuis que la pandémie nous est tombée dessus, eh bien, on est meilleur parce qu'on a investi l'outil numérique, c'est-à-dire le Zoom et les distances et les Teams. La prise en compte globale des besoins du patient et de la continuité des soins pendant une longue période, généralement plusieurs années, notamment lorsque les patients, et c'est le cas assez fréquemment, rechutent. Sur quel service référence appuyer? Ici, en fonction de l'organisation de la filière addictologie, on a le médico-social, évidemment. Là, j'ai pris l'exemple de Clermont-Ferrand parce que c'est celui qui nous a permis, mais bon, on le fait à Paris aussi, hein. Mais j'avais demandé à Georges de nous faire une gare, et elle est bien parce qu'il a ça sous la main. Il y a l'EXAPA, les CJC, on les oublie, consultation jeunes consommateurs et les CARUD. Les secteurs hospitaliers, évidemment, les consultations hospitalières, c'est ce qu'on a ici. On a aussi les ELSA, équipe de liaison de soins en addictologie, les urgences quand elles existent et la prise en charge spécialisée. Et surtout, ne pas oublier la santé en ville, les réseaux de soins. Et maintenant, on a les microstructures qui se mettent en place et qui maintenant, évidemment, sortent de la région où elles sont nées pour pouvoir aussi gérer cette pratique. Alors, il y a un volet recherche, évidemment. Pourquoi on est arrivé à cette situation un peu compliquée? C'est parce que c'est le parent pauvre de la recherche. Parce que la recherche se fixe soit sur la psy, soit sur l'addicto, rarement sur les pathologies duelles. Parce que c'est difficile à identifier l'objet de notre recherche. Donc, c'est important. On doit produire une épidémiologie de la pathologie duelle, elle n'existe pas en France. Il faut mieux explorer les mécanismes éthiopathogéniques, on y est un peu plus. Il faut de nouveaux référentiels cliniques, il faut les écrire. Et les sociétés savantes sont là pour ça. Il y en a une qui le fait aux États-Unis, c'est l'Académie américaine de AAAB, addiction et psychiatrie. Il faut décrire l'évolution clinique de la pathologie duelle réellement et non pas faire des emprunts sur les deux sphères. Il faut élaborer et analyser l'efficacité de nouvelles stratégies thérapeutiques. Et ça, c'est compliqué parce que l'industrie pharmaceutique qui développe les médicaments les développe sur des pathologies précises. Et d'ailleurs, clairement, la première chose qui est faite, c'est écarter pour la psychiatrie tout ce qui est prise d'alcool, prise de drogue. Ou bien, voilà. Donc, c'est vraiment, et c'est ce qu'on appelle des études non naturalistiques, non écologiques. La réalité, c'est que la plupart, pour ne pas dire la grande majorité des personnes qui ont une problématique psychiatrique consomment des drogues, consomment du tabac, consomment de l'alcool. Et évidemment, pour pouvoir avancer, il faut analyser le coût des soins en pathologie duelle. Lorsque les coûts sont analysés, on se rend compte qu'il vaut mieux les soigner que les écarter, évidemment, de nos process de recherche. Et donc, en conclusion, combien de temps j'ai mis? Je crois que je suis dans les temps. On m'a dit 15h20, il est 15h19. Les comorbidités conduites addictives et les troubles thymiques sont fréquents et complexes à prendre en charge. Le pronostic, c'est avec un C, pardon, des comorbidités plus péjoratives que les troubles isolés. Il existe des pistes de recherche prometteuses sur le plan théorique et thérapeutique, mais pas suffisamment explorées en France. Et une prise en charge pluridisciplinaire est primordiale pour améliorer la qualité de vie des patients. Et je dirais même mieux que ça. Il faut un transfert de technologie de savoir dans les deux camps. C'est hyper important. Donc ça, c'est hyper important. Et le référentiel, on l'a à l'intérieur de soi, à l'intérieur de ses équipes. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire et à partager avec vous. Ce que je vais faire, André, je vais peut-être arrêter le partage. Parfait. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très complète et très bien documentée. C'est un peu lourd, c'est un peu il y a beaucoup de choses, mais bon, voilà.
C'est très intéressant, surtout sur les études. Et puis les slides synthétiques sur les pathologies duelles sont très, très intéressants. Cette façon de mettre les pièges des Oui, très, très pratique, c'est vraiment intéressant. Ce que je vous propose là, on va faire une pause ouais, c'est ça. d'une On reprend à 1,5, c'est ça? à 31 exactement. Et puis, 31, parfait. bon, et puis on échangera sur la question des Super. participants. Très bien, à tout de suite. À tout de suite. Ça marche. Donc, c'est peut-être une question aussi de revenir un petit peu dessus. Oui, Euh, Alors, par exemple, il y avait une question sur la toxicomanie et les troubles psychiatriques. Une personne, alors on a tendance un peu à voir ça, qui disent que pensez-vous, comme certains de vos confrères, que les toxicomanes présentent tous des troubles psychiatriques? non. Et oui, je vous laisse répondre peut-être. Oui, non, ben non, absolument pas. C'est extrêmement important. On peut avoir des troubles de la personnalité, on peut être comme tout le monde, des toxicomanes, pas plus. Il y a, il y a évidemment une comorbidité. Tous les toxicomanes ne présentent pas des troubles psychiatriques, heureusement. Et les addictions ne sont, c'est un champ dans la psychiatrie, ça peut être un champ à l'extérieur de la psychiatrie, mais non, pas forcément. Tout à fait. D'accord. Parfait, bon, ça permet. Il y avait une autre question. Alors, vous l'avez un petit peu répondu avec les hypothèses de Gorwood sur Oui, ne peut-on pas dire que les personnes présentant un trouble psychiatrique recherchent un apaisement des symptômes tels que l'angoisse, dans la oui, souffrance, etc. Donc, ça, c'est une question. oui. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que, mais on a, au départ, lorsque on commence à travailler dans les comorbidités, le premier réflexe qui est le nôtre, c'est de penser que la prise de drogue réfléchit à un mécanisme d'autosoulagement exclusif ou d'automédication, ce qui est totalement faux. C'est contre-intuitif. Parce que, par exemple, sur le trouble bipolaire, ce que je n'ai pas eu le temps de développer, lorsque on a analysé la séquence clinique, les personnes qui consomment des psychostimulants, ce sont des personnes maniaques ou hypomaniaques. Elles ne se traitent, elles traitent pas leur manie. Elles mettent un coup d'accélérateur alors qu'elles sont à une vitesse très élevée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez contre-intuitif. Mais par contre, il peut y avoir des phénomènes d'apaisement ponctuel par la prise de toxiques. L'alcool a un effet évident, finalement, une espèce de pansement psychologique ou moral lorsque l'angoisse est importante dans la dépression, lorsque le mal-être est terrible. Alors, l'alcool, il a un effet double. D'abord, il excite. Au départ, ça par l'effet GABA, une levée d'inhibition. Mais ensuite, il y a une espèce d'orage de sédation, ce qui fait qu'à terme, il déprime plus qu'il ne sorte ne sorte de la torpeur. Merci pour cette précision. Alors, une autre question qui est la question du trauma. Alors, vous êtes pareil, vous êtes revenu dessus, mais peut-être vous pouvez revenir à la question du traumatisme et de personnes qui consomment des substances pour essayer d'oublier ces traumas et qui peut-être aura une conséquence sur les comorbidités. Oui, alors j'en ai pas parlé parce que la liste est extensible, mais elle n'est pas. L'état de stress post-traumatique est également une situation clinique dans laquelle la consommation des produits peut être élevée. Alors, ce qui est assez marrant, pardon, mais c'est que la consommation du cannabis associée au trauma a un effet amnésiant et un effet de soulagement réel. Là, on peut clairement parler d'automédication parce qu'il y a des hypothèses et même des essais thérapeutiques de la gestion du trauma par la consommation de cannabis, notamment de cannabis de type dit thérapeutique. Tout à fait. On a aussi des hypothèses, la consommation des psychédéliques dans certaines indications. La dépression, la LSD a montré son efficacité dans l'appétence au tabac. Là, pendant la pause, j'étais en train de regarder l'abstract d'un article qui est sorti dans le New England Journal of Medicine, dans lequel on a comparé la psilocybine et l'escitalopram, vous vous rendez compte, dans la dépression, avec une supériorité absolue. C'est parfait. C'est une des questions aussi un peu plus loin qui est arrivée, la place des psylos, on va dire général. Oui. Très bien. Alors, c'est toujours souvent la grande question au niveau des pathologies duelles. Lorsqu'il y a une addiction et un trouble psychiatrique, donc, non, pensez-vous que les troubles peuvent disparaître lorsque l'addiction est traitée? C'est une autre question. C'est une bonne question, ça. Tout dépend du trouble. Si la schizophrénie s'installe, la schizophrénie ne disparaîtra pas. En revanche, elle sera plus facile à traiter et les symptômes seront moins difficiles, moins prégnants, moins importants.
Le traitement de l'addiction dans certaines pathologies euh, facilite la prise en charge et diminue la prégnance de la pathologie psychiatrique associée. Chez les patients schizophrènes consommateurs de cannabis, il est important et urgent de travailler la consommation de cannabis. Moi, je suis un jeune qui est depuis l'âge de 15 ans, il en a 30, ça fait 15 ans que je suis. À chaque fois qu'il reprend du cannabis, je mets une année pour le stabiliser sur le plan psychiatrique. Quand il ne consomme pas, il a son traitement à libération prolongée, il bosse, il écoute de la musique, il fait des trucs, il est intelligent. Et quand il se remet à consommer du cannabis, c'est très compliqué de gérer la problématique psychiatrique associée. Quant à la disparition, non, parce que ce sont des pathologies la plupart du temps chroniques évolutives, mais il y a une disparition de la symptomologie, il y a une pause et qui autorise à une vie normale. Et oui, la question qui va en lien aussi avec la précédente, souvent c'est, on voit bien que dans l'idéal, il faut prendre les deux troubles en même temps, mais dans l'hypothèse, on ne peut pas prendre les deux par lequel on a commencé. C'est toujours très... Lorsque vous êtes les seuls face à ce patient que vous n'avez pas les compétences, il y a de b.a.-ba en matière d'addicto, il y a l'entretien motivationnel, il y a un certain nombre de choses toutes simples. En matière de psychiatrie, vous passez la main sur une pathologie psychotique pour laquelle vous êtes un peu débordé. Voilà, il y a toujours moyen de... il faut demander de l'aide à l'extérieur. Et évidemment, on commence par le plus urgent. Si on a affaire à quelqu'un qui a des idées suicidaires, on l'envoie aux urgences. Hein. On ne va pas s'amuser à gérer la problématique alcool ou bien toxicomania si le gars manifeste un désir ou bien un projet létal dans l'immédiat, ce qui n'est pas complètement impossible. Alors, une question sur l'éducation thérapeutique, aussi intéressante maintenant qu'on utilise de plus en plus. Vous avez parlé de l'importance de l'éducation dans la prise en charge des pathologies psychiatriques. Donc, qu'est-ce que vous pensez en fait d'un programme d'éducation thérapeutique spécifique dans le domaine des addictions? Moi, je pense que c'est important. Le principe de la comorbidité de pathologie duel rentre bien dans l'éducation thérapeutique. Et on le voit bien chez le trouble bipolaire. Moi, j'avais un patient, je prends toujours des exemples, qui était un bipolaire de longue date et qui était alcoolique. Il était hospitalisé dans le service de psychiatrie. Ça fait 25 ans, quand j'étais jeune assistant. Et lorsque j'ai monté le service d'addicto, c'est le premier que j'ai ramené dans mes lits parce que sur la partie alcool, personne ne l'a aidé et on avait même occulté. Vous voyez, on avait occulté la problématique addictive. Et donc, moi, j'ai travaillé avec lui la problématique alcool et on a géré son trouble bipolaire. Oui. Et ça a été une prise en charge dans laquelle, avec un effet vertueux qui va aller dans les deux sens. Parfait. Il y avait alors peut-être une personne qui voulait avoir quelques précisions, j'en profite ici sur la psilocybine et le LSD. Est-ce que vous diriez que la psilocybine ou le LSD pourrait être en moyen de traiter alors, les troubles liés à la dépression ou est-ce qu'il y a d'autres troubles aussi éventuellement qui peuvent être Il y a beaucoup de pathologies. Il y a la dépression, on est d'accord, il y a les troubles anxieux, il y a les addictions, le tabac. Donc, c'est vraiment des choses qui sont en train de sortir. Hein. Moi, j'ai déposé une demande de financement pour LSD, alcool, parce qu'il y a des travaux extrêmement importants. La psilocybine, c'est la dépression. Donc, on a des retours. Pour ceux qui sont intéressés, vous allez sur Internet, vous allez sur PubMed et vous mettez une occurrence, vous allez retrouver des documents extrêmement importants. Bon, en France, on est coincé parce que la législation et le cadre de la NSM est très contraint, mais bon, on espère peut-être, voilà. D'accord, ce sont des pistes de recherche sérieuses peut-être. Complètement, tout à fait. Alors, il y a une question de Benoît Fleury. Quel conseil pour les situations externes entretenant les états anxiogènes dépressifs, comme le travail de deuil, le burn-out, donc le syndrome post-traumatique, les thérapies conjugales, familiales, etc. C'est-à-dire est-ce qu'il faut aussi utiliser ce type de thérapie? Oui, bien sûr, c'est important. Je pense, oui. Oui, bien sûr, mais complètement. Et quelle c'est place important. Thérapie, oui. Quelle place pour les thérapies? Il a rajouté quelle place pour les thérapies non médicamenteuses? Elles ont toute leur place. Vous l'avez vu à la fin, la CADMAT a proposé d'abord des médicaments. Je vous ai montré parce que c'est dépassé, on n'a rien de neuf, mais à la fin, j'ai montré les thérapies, l'entretien motivationnel et les thérapies cognitivo-comportementales, certes, mais toutes les thérapies transactionnelles, conjugales, toutes les thérapies d'inspiration analytique trouvent leur place.
ce qu'on appelle les thérapies non médicamenteuses. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la Fédération française d'addictologie, sous la houlette du professeur Paille, est en train de faire un inventaire des thérapies utilisées en addicto sérieuses, avec une petite fiche. On est en train de le faire. Alors, sur le chat, donc moi, je n'ai pas d'autres questions sur le chat, ce qui est déjà très Oui. bien. Je regarde un peu dans les dernières questions, éventuellement, si on a une ou deux. Il y a pas mal quand même que vous avez déjà répondu. J'ai quelques questions que vous m'avez adressées par mail, je peux peut-être y répondre aussi. Je regarde un petit peu de Addiction à hyperactivité, quel suivi, quel traitement, place de certaines substances psychoactives dans les addictions. Oui. Voilà. Oui, bien sûr, quel traitement? C'est le traitement proposé dans le cadre de l'hyperactivité avec une gestion de l'addiction, tout simplement. Alors, pour la petite histoire, et on a quelques personnes branchées qui connaissent le sujet, on a monté un groupe au niveau de la Fédération française d'addictologie avec la coordination nationale TADA, qui actuellement travaille sur des recommandations qui ont déjà beaucoup travaillé. Et puis, il y a Arcaïtz qui est branché, Colina qui est du coin, qui connaît bien le sujet avec d'autres collègues. Là-dessus, vous avez bien vu dans les 5 grandes entités, le TADA trouve bien sa place, hein, hélas. Notamment le TADA des personnes adultes qui étaient sous-estimées, sous-diagnostiquées et oubliées, qui parfois est diagnostiqué à la faveur d'une addiction. Alors que chez l'enfant, ce n'est pas le cas. Je regarde, on va peut-être prendre une ou deux autres dans les questions et ça sera déjà très bien. Doit-on attendre le sevrage d'alcool pour prescrire un antidépresseur chez un dépressif alcoolique ou vice-versa? La première des attitudes, c'est évidemment obtenir le sevrage. Parce que en matière d'alcool et de dépression, quand on a sevré une personne, il y a une régulation, une normalisation biologique qui se met en place. On a à peu près 90% des tableaux dépressifs qui disparaissent, du moins en aigu. Ensuite, on explore. Est-ce que c'est une dépression unipolaire? Est-ce qu'elle est réactionnelle? Est-ce qu'elle est unipolaire? Est-ce qu'elle est bipolaire? Et donc, c'est à ce moment-là qu'on met en place une stratégie d'abord de gestion de la rechute et ensuite une stratégie médicamenteuse pour la gestion de la dépression. Et toujours à distance. Toujours à distance. Le toxique, il faut l'éliminer en aigu du moins et ensuite travailler. Ça permet d'avoir un tableau un peu plus net. Je regarde dans les questions. S'il y en a une ou deux autres que vous trouvez intéressantes, est-ce qu'on en avait Comment dissocier l'une ou l'autre et laquelle traiter en priorité? Bon, c'est tout l'enjeu de la présentation, on y a répondu. Alors, les prises de produits illicites peuvent-ils faire basculer vers une personnalité psychotique? Quelqu'un qui serait limite? Non, c'est pas ça. En revanche, si je vais utiliser votre question pour me poser une autre question. Si vous avez un tableau de personnalité limite, style schizoïdique, et vous consommez du cannabis, vous avez déjà un facteur de vulnérabilité présent et il faut éviter le cumul. Le facteur de vulnérabilité, c'est une personnalité prémorbide et la consommation de cannabis est un facteur de vulnérabilité supplémentaire. Je pense que c'est pas mal. Après, bon, il y a des questions qui sont un petit peu aussi à côté par rapport au sujet. Moi, je trouve que, écoutez, moi, ce que je trouve que c'est bien, on a déjà répondu à pas mal de choses. C'est vous qui êtes, voilà. Et est-ce que vous avez quelque chose peut-être à ajouter ou compléter? Non, simplement dire que c'est un domaine important pour lequel il est utile de se renseigner, s'informer. Nous avons des rendez-vous, des sites sur lesquels les personnes inscrites peuvent aussi parfaire leurs connaissances. Le site de la FFA, mais pas que, il y a un certain nombre de groupes qui travaillent là-dessus. Et vous rappelez qu'il y a quand même un rendez-vous important cette année, c'est la WAD, la World Association Diagnosis, qui organise son congrès à Paris avec l'Albatros, 7, 8, 9 décembre. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 15. À partir de la semaine prochaine, on devait le faire le 15. La semaine prochaine, à la fin avril, les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire pour participer au congrès, c'est à Paris. Et évidemment, proposer des abstracts ou bien des communications pour ceux qui travaillent sur le sujet. Donc là, je vous exhorte vraiment, vous aurez tous les grands spécialistes connus sur la place nationale et mondiale qui vont intervenir. Et puis, pour les régionaux, n'oubliez pas qu'il y a quand même le congrès ATHS qui traitera du sujet, hein, évidemment, et c'est au mois d'octobre. Tout à fait, du 19 au 22 octobre, puisque vous avez parlé d'Arcaïs. Voilà.
Bien. Donc, on y sera tous. Hein. Et on mettra aussi Albatros aussi, les rappels aussi dans. Voilà, tout à fait. Je ne sais pas si. Bon, ben, je suis en train de voir s'il n'y a pas d'autres qui arrivent. Merci Voilà, voilà. beaucoup. Tout a été lu. Oui. Voilà. En tout cas, encore merci beaucoup d'avoir pris le C'est temps. moi qui vous remercie. Je pense qu'on a beaucoup répondu. J'ai fait un déploiement plutôt complet. Donc, voilà. Très, très complet. Puis là, on va vous souhaiter de bonnes vacances. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. C'est super. Merci bien. Merci à ceux qui étaient branchés. Et puis, bravo Coréade pour l'organisation de ces formations. C'est super. Au plaisir. Et puis, merci à tous les participants. Et puis, bonne Merci bien. pendant la fin de semaine. Au revoir.